Arriver à s'y retrouver en analyse, à première vue, c'est pas évident. Suite, fonction réelle, série, intégrale, tant de concepts différents qui donnent lieu à une myriade de résultats et théorèmes tous plus subtils les uns que les autres. Pourtant, tous ces théorèmes, ils ont bien souvent le même objectif, prouver l'existence d'une limite. Et à la base de tous ces résultats complexes se situent quelques piliers, des théorèmes fondamentaux dont la maîtrise permet d'y voir beaucoup plus clair et de percer à jour la plupart des secrets de l'analyse réelle. Dans cet épisode, on traite un de ces piliers, le théorème de convergence monotone. Mais on ne va pas simplement se contenter de l'énoncer, non, on va essayer de le comprendre de la manière la plus intuitive et profonde possible. Et non seulement cette compréhension nous permettra d'écrire une preuve du théorème qui nous paraîtra tout aussi intuitive, elle nous donnera aussi des clés permettant de cartographier les résultats d'analyse afin de les retenir et les utiliser de la manière la plus efficace possible. Attention cependant, cette vidéo est la deuxième de la série Isomath sur les piliers de l'analyse réelle et nécessite une bonne compréhension de l'épisode précédent sur la propriété de la borne supérieure. En effet, le théorème de convergence monotone exprime la même idée que cette propriété. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage fortement à aller le visionner avant cette vidéo afin d'assurer au mieux votre compréhension. Et maintenant que c'est fait, je vous souhaite la bienvenue dans Piliers de l'analyse réelle. Rentrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble l'énoncé de ce théorème qui assure l'existence d'une limite pour toute suite réelle monotone. J'ai ici écrit deux versions équivalentes du théorème en séparant les deux types de suites monotones, croissantes et décroissantes. Mais l'idée globale étant exactement la même pour les deux types de suites, on va se concentrer sur les suites croissantes. Le théorème de convergence monotone nous dit que si une suite réelle UN est croissante et majorée, alors UN converge dans R. A contrario, si UN est croissante mais non majorée, alors elle diverge forcément vers plus l'infini. Et comme je viens de le dire, on dispose d'un résultat analogue pour les suites décroissantes minorées et décroissantes non minorées. Au final, on peut résumer ce théorème par l'assertion suivante. Toute suite réelle monotone possède une limite. Éventuellement, plus l'infini ou moins l'infini. Bon, alors pour comprendre ce théorème intuitivement, il faut qu'on se représente ce type de suite. Et on va se concentrer sur le cas des suites croissantes et majorées. Alors, je vais représenter les termes de la suite par des petits points roses placés sur la droite réelle. Premièrement, on sait que notre suite, elle est croissante. Donc, U0 est inférieur ou égal à U1, lui-même inférieur ou égal à U2, et ainsi de suite. La deuxième hypothèse qu'on a, c'est que UN est majoré. Autrement dit, il existe un réel grand M supérieur à tous les termes de la suite UN. Représenté sur la droite réelle, grand M agit comme une barrière à la suite UN. On est certain qu'aucun terme de la suite ne sera à sa droite, donc plus grand que lui. Alors voilà, la suite UN est composée d'une infinité de termes, est constamment croissante et n'est jamais plus grande qu'un certain grand M. Ici, le théorème de convergence monotone nous assure alors qu'UN converge dans R, c'est-à-dire possède une limite finie, une limite appartenant à R. Et pour comprendre pourquoi, on va essayer de se représenter ce que pourrait être le comportement d'une telle suite à l'infini. Ici, chaque point rose que je rajoute est le terme suivant de la suite, et il doit évidemment être à droite de tous les précédents, car il y est supérieur. Et de tel point, il en existe évidemment une infinité, car la suite UN est définie pour n aussi grand que l'on veut. Le problème, c'est qu'à un moment, ces points ils vont manquer d'espace. Les nouveaux points doivent continuellement se placer à droite des points précédents, mais doivent toujours rester à gauche de M. Ils ne peuvent pas croître comme bon leur semble et prendre tout l'espace qu'ils veulent. Alors, ils vont en quelque sorte être obligés de se tasser avant M, de continuer à croître, mais de moins en moins. Les nouveaux points ayant de moins en moins d'espace où se placer. Et en continuant ce processus de points qui se tassent jusqu'à l'infini, la suite va approcher une certaine limite L. Au final, l'idée est simple. On place une infinité de réels les uns à la suite des autres, mais ils ne peuvent jamais dépasser une certaine barrière. Et comme la valeur de ces points doit continuellement croître, ils sont obligés de se tasser et au final, d'aller quelque part, approcher une valeur L, inférieure à M. Dans le meilleur des cas pour notre suite, elle va croître jusqu'à M. Par exemple, après un certain nombre grand N de termes. Mais après ce rang grand N, la suite doit continuer à croître, donc ne peut pas redescendre en dessous de grand M, mais en même temps ne peut pas le dépasser. Elle va donc stationner à M après grand N. Et donc même dans ce cas-là, converger vers grand M. Attention par contre, c'est pas le cas général. Dans la plupart des cas, la suite va se tasser avant grand M et approcher par la gauche une valeur petit l qui lui est strictement inférieure. Car cette infinité de termes, dans l'espace de plus en plus restreint dont elle dispose, elle est bien obligée d'aller quelque part. Et ce quelque part, c'est bien un endroit sur la droite réelle. Je veux dire, il n'y a pas de trou dans lequel la suite UN pourrait tomber. Elle est bien obligée d'approcher une valeur précise de la droite réelle. Allez, maintenant qu'on a compris l'idée générale du théorème, on va aller un petit peu plus en profondeur pour essayer de le prouver. On suppose donc UN une suite réelle, croissante et majorée par R. Ce résultat étant très fondamental, on ne dispose pas d'un milliard d'outils pour essayer de le prouver. On va devoir directement travailler avec la définition de la limite d'une suite et le peu de choses que l'on sait sur les ensembles infinis de réels majorés. Et quand je parle du peu de choses que l'on sait, je fais bien évidemment référence au premier épisode de cette série sur la propriété de la borne supérieure. En effet, l'intuition qu'on a construite sur ce théorème doit immédiatement vous faire penser à la propriété de la borne supérieure appliquée à cet ensemble,
l'ensemble des termes de la suite UN. Cette propriété, elle est complètement intrinsèque à la définition de R, et je vous invite encore une fois à visionner l'épisode précédent si ce n'est pas tout à fait clair pour vous. Bref, nous, ce qu'on aimerait bien dire, c'est que l'ensemble des termes de la suite UN étant inclus dans R, non vide et majoré, il admet une bande supérieure, et que cette bande supérieure, finalement le plus petit des majorants de la suite UN, soit le point vers lequel UN converge. UN est obligé à un moment de dépasser n'importe quel nombre strictement inférieur à L. Et par croissance, elle ne redescendra plus jamais en dessous, et va donc continuer à se rapprocher de L. Voilà, on a maintenant précisé notre intuition sur le théorème, et on dispose d'une esquisse de preuve en 3 étapes. 2 utilisant la définition des bandes supérieures et la propriété associée, une utilisant la croissance de UN pour justifier que la suite va être obligée de rester au contact de L, et enfin une dernière étape de traduction de l'étape numéro 3, qui permet de conclure que UN converge vers L. Attention par contre, pour rédiger correctement cette preuve, il va nous falloir quantifier les étapes cruciales. En particulier, on va avoir besoin d'une caractérisation un petit peu plus quantitative de la bande supérieure que le plus petit des majorants. Et on va avoir évidemment besoin de la définition précise de la limite d'une suite. On va d'abord traiter une caractérisation de la bande supérieure qui va permettre de formaliser la deuxième étape de notre raisonnement. Cette caractérisation, elle dit que L est la bande supérieure de E si et seulement si L vérifie 2 conditions. La première, c'est que L soit supérieure à tous les éléments de E. Autrement dit, que L major E. Et la deuxième, c'est que pour tout epsilon strictement supérieur à 0, il existe un élément de E tel que X soit supérieur à petit l moins epsilon. Alors là, faut pas avoir peur, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais ce n'est rien de compliqué. Ce que cette condition, elle dit, c'est simplement que pour tout réel strictement inférieur à L, c'est-à-dire un réel de la forme L moins epsilon, où epsilon est strictement supérieur à 0, eh bien il existe un élément de E qui le dépasse. Autrement dit, n'importe quel réel strictement inférieur à L ne majore pas E, car il existe un élément de E qui lui est supérieur. Et au final, quand on combine ces deux conditions, le fait que L majore E et que E ne soit pas majoré par un réel strictement inférieur à L, on obtient exactement le fait que L soit le plus petit majorant de E, donc sa borne supérieure. Voilà, alors si vous trouvez que j'ai expliqué cette caractérisation un petit peu trop vite, n'hésitez pas à faire pause et revenir en arrière pour comprendre chaque détail, notamment le fait que tout réel strictement inférieur à L soit de la forme L moins epsilon. Bref, en tout cas, nous, cette caractérisation, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour formaliser l'étape 2 du raisonnement. Enfin, j'ai ici rappelé la définition de la convergence d'une suite vers un réel L. On dit que UN converge vers L si, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un rang grand N, à partir duquel la suite UN est à une distance au plus epsilon de L. Autrement dit, UN est assez proche de L pourvu que N soit assez grand. Et comme j'ai dit, cette définition, c'est exactement ce qu'il nous faut pour passer de l'étape 3 à la conclusion. On va dire que pour tout epsilon, aussi petit soit-il, il existe un moment où UN dépasse L moins epsilon, mais est toujours inférieur à L. Ce qui implique donc que la distance entre UN et L à partir de ce moment-là est plus petite que epsilon. Bref, ça y est, on a identifié tous les outils techniques qui vont nous permettre de passer du raisonnement intuitif à la preuve. Donc, à cette blabla, on va rédiger. Allez, on considère donc une suite réelle UN croissante et majorée par M appartenant à R. Ces hypothèses impliquent immédiatement que l'ensemble des termes de la suite qui est inclus dans R est non vide et majoré par M, donc admet une borne supérieure L dans R qui est inférieur ou égal à M. Notre but final étant de dire que pour tout epsilon positif, la distance entre UN et L est majorée par epsilon à partir d'un certain rang, on choisit un epsilon quelconque positif. Ensuite, par définition ou caractérisation si vous préférez, de L, il existe un élément de l'ensemble des termes de la suite qui est strictement supérieur à L moins epsilon. Or, les éléments de cet ensemble étant exactement les termes de la suite UN, cela veut dire qu'il existe un rang grand N appartenant à N, tel que U de grand N est supérieur à L moins epsilon. On passe maintenant à la troisième étape. Grâce à la croissance de UN, on sait que tous les termes après U de grand N sont plus grands que U de grand N. Donc tous les termes après U de grand N sont strictement supérieurs à L moins epsilon. Or, encore une fois, par définition de L en tant que borne supérieure, il majore l'ensemble des termes de la suite, donc majore la suite. Et on arrive finalement à encadrer UN entre L moins epsilon et L. Et tout cela est très bien traduit sur ce schéma. Pour conclure, on remarque que la définition de la limite utilise une valeur absolue, car une suite peut approcher sa limite par la gauche, par la droite, ou même alterner entre les deux. Cependant, ici, UN étant croissante, on est certain qu'elle approche L par la gauche. Donc pour répondre à cette définition, on a juste à ajouter dans l'encadrement le fait que L soit strictement inférieur à L plus epsilon. Et finalement, pour tout N appartenant à N supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de UN moins L est inférieure ou égale à epsilon. Et là, on a bien reconstruit la définition de la limite. On a pris un epsilon quelconque positif, puis on a montré qu'il existait un rang grand N appartenant à N, tel que pour tout N supérieur ou égal à grand N, la distance entre UN et L est inférieure ou égale à epsilon. Et on en conclut donc que quand N tend vers plus l'infini, UN tend vers L. Voilà, donc au final, avec une intuition assez précise sur le théorème, on peut construire une esquisse de raisonnement, qu'on précise techniquement en traduisant les étapes de manière plus quantitative, et la preuve s'écrit derrière sans accroc. Je tiens juste à préciser un petit détail, ici je suis passé d'une inégalité stricte à une inégalité large. Et ça, c'est tout simplement parce que les assertions du type caractéristique
caractérisation de la bande supérieure ou définition de la limite fonctionnent tout aussi bien avec des inégalités strictes que des inégalités larges. Et ça car elles impliquent que cette inégalité marche pour tout epsilon supérieur à 0. Donc si on fixe un certain epsilon, cette inégalité elle est aussi censée être vérifiée avec un certain rang pour epsilon moins 1, qui est strictement inférieur à epsilon. Et d'ailleurs dans cette partie de la définition, la même chose s'applique. Des inégalités strictes ou larges font l'affaire. Au final, ici j'ai fait le choix arbitraire d'écrire la caractérisation de la bande supérieure avec une inégalité stricte et la définition de la limite avec une inégalité large, ce qui fait que j'ai à transformer l'inégalité à un moment dans ma preuve. Mais évidemment, ça ne change rien au raisonnement. Bref, voilà ce qui conclut la preuve du théorème de la limite monotone. Enfin, en partie. En effet, on n'a pas encore prouvé cette deuxième assertion, qui dit que si UN est croissante, mais cette fois-ci non majorée, alors elle diverge forcément vers plus l'infini. Et si cette partie du théorème, je ne l'ai pas prouvée, c'est parce que je vous défie. Et oui, c'est maintenant à votre tour de vous exercer, donc n'hésitez pas à proposer votre preuve de cette partie du théorème dans les commentaires. Pour réussir, vous n'avez d'ailleurs qu'à copier la méthode qu'on a appliquée dans cette vidéo. Essayez d'abord d'imaginer une suite vérifiant ces hypothèses et de vous construire une intuition sur le théorème, puis de la traduire petit à petit en preuve. Vous inquiétez pas, si vous faites ça bien, ça ne prend pas plus de 2 lignes. Pour ce qui est de la version du théorème sur les suites décroissantes, je ne dirai qu'un mot. Il suffit d'appliquer le théorème à la suite moins UN. En effet, l'opposé d'une suite décroissante et minorée, c'est une suite croissante et majorée. Donc moins UN admet une limite qui est la borne supérieure de l'ensemble de ces termes. Et cette limite, c'est exactement la borne inférieure de l'ensemble des termes de UN. Au final, on a juste à passer nos schémas et notre preuve dans un miroir pour obtenir cette version du théorème. Et au final, toutes ces versions du théorème peuvent être résumées en une simple phrase. Toute suite réelle monotone possède une limite. Éventuellement, plus l'infini ou moins l'infini. Alors, le théorème qu'on vient d'étudier, il est vraiment fondamental et donc extrêmement utile. Il se cache en fait très souvent derrière les résultats d'existence de limites. Par exemple, dans le cadre de l'étude des séries à termes positifs. Mais l'idée qu'il y a derrière, au final, elle est toute bête. Lorsqu'on place une infinité de réels dans un espace borné, ils sont bien obligés d'aller quelque part. Et dans le cas où ces réels sont définis par une suite monotone, cela se traduit simplement par la convergence de cette dernière. Et cette idée, c'est exactement celle de la propriété de la bande supérieure. Donc j'espère que vous êtes absolument pas surpris du rôle central qu'elle joue dans la preuve du théorème. D'ailleurs, en réalité, ce théorème est tellement fondamental et l'idée derrière tellement ressemblante à celle de la propriété de la bande supérieure que les deux résultats sont en fait équivalents. Autrement dit, traditionnellement, si on évite la construction des nombres réels, on prend comme axiome la propriété de la bande supérieure pour la définition de R. Mais étant équivalente au théorème de convergence monotone, on pourrait tout à fait le prendre pour axiome à la place. Mais ça, pour en voir la preuve, vous devrez attendre le prochain épisode de la série sur un théorème tout aussi fondamental, le théorème des suites adjacentes. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous a aidé dans votre quête d'intuition mathématique. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager à toute autre personne à qui il pourrait être utile. De plus, n'oubliez pas de récompenser la vidéo par un like et un abonnement. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau pilier de l'analyse réelle sur Isomath.